Le grand tournant se fait en 1840. Pourquoi? Parce que arrive celui qui va exercer la censure la plus impitoyable, si on peut dire, au 19e siècle, Monseigneur Bourgette. Il devient évêque de Montréal. Il n'y avait pas d'évêque avant lui, sauf Monseigneur Lartigue, mais qui était sur sa fin, si on peut dire, FIN. Arrive Monseigneur Bourgette, qui lui voit la nécessité de contrôler l'imprimé. Celui-ci se développe, alors il voit l'importance d'avoir une mainmise sur l'imprimé. Alors, dès son arrivée en 1840, il fonde l'Œuvre des bons livres. Il installe, il fonde un journal, Les Mélanges religieux. Mais au-delà de ces entreprises d'encadrement, Monseigneur Bourgette n'hésite pas à sévir aussi contre les imprimés qui sont offensants à la morale catholique ou à différents aspects, à l'éducation, à la présence de l'Église dans l'éducation. Le cas le plus célèbre qui traverse tout le 19e siècle et dont il est beaucoup question dans l'Atlas, c'est celui de l'Institut canadien de Montréal. L'Institut canadien de Montréal est fondé en 1844 et cet institut veut développer un accès aux bibliothèques, veut aussi créer aussi des conférences publiques. Et cet institut, en plus, se veut laïque, de telle sorte qu'il y a tout pour déplaire à Monseigneur Bourgette, qui aura un affrontement continu avec cet institut à partir des années 50 jusqu'à la toute fin, jusque dans les années 1870, un affrontement qui va durer 30 ans. Et qui va mettre en scène de grands auteurs du côté de l'Institut, les De Saules. Dont Louis-Antoine de Saules, effectivement. Et ce qui est intéressant de noter aussi, c'est tout l'arsenal que déploie Monseigneur Bourgette pour arrêter l'Institut. Par exemple, il fait excommunier les membres, donc ils sont rejetés de l'Église, une sorte de culture du bannissement avant le temps, si on peut dire. Il réussit à faire mettre à l'index, on reviendra sur la question de l'index, l'annuaire de l'Institut canadien, parce que cet annuaire-là contient effectivement un discours de De Saules sur la tolérance, d'inspiration plutôt voltairienne. Alors, le clergé va donc instaurer une censure répressive à partir de 1840 et qui va durer jusqu'à peu près dans les années 1920. Alors, Monseigneur Bourgette, ensuite Monseigneur Fabre et Monseigneur Bruchézy vont être les trois grands évêques censeurs de Montréal qui vont sévir de manière continue pendant presque un siècle. Et de façon presque post-mortem pour certains des auteurs, des membres de l'Institut canadien, puisqu'on va, dans l'affaire Guibord, refuser la sépulture chrétienne à un des membres de cet institut. Oui, il s'agit là de toute une équipée, de toute une aventure, puisqu'effectivement, Guibord étant membre de l'Institut canadien, et les membres de l'Institut canadien ayant été excommuniés, il meurt et comme hors de l'Église. Alors, on l'enterre en terre protestante. Mais sa veuve n'entend pas que ça fonctionne comme ça et veut qu'il soit enterré au cimetière Côte-des-Neiges. Alors, s'ensuit une série de procès pendant 4 ans qui vont faire en sorte qu'à terme, les restes de Guibord vont être transportés du cimetière protestant au cimetière catholique. Sous surveillance militaire. Surveillance militaire, de très nombreux journalistes qui sont là, presque des émeutes à l'occasion, parce que la première fois, on a dû reprendre l'enterrement tellement la foule s'agitait. Monseigneur Bourgette réussit un tour de passe-passe assez extraordinaire, ce qui montre bien, jusqu'où il est prêt à aller pour la censure. Monseigneur Bourgette accepte bien malgré lui le jugement ultime de la Cour, qui est de faire la translation des restes de Guibord, mais il dit en chair que c'est pas trop grave parce que la portion de terre qui va entourer son cercueil sera considérée comme de la terre protestante. Alors, c'est dire jusqu'où il est prêt à aller pour maintenir cette mainmise sur l'Institut canadien. Le tournant se fait dans les années 1920. Pourquoi? Parce qu'à partir de ce moment-là,
arrivent les journaux à grand tirage, la presse, la patrie, qui sont beaucoup plus indépendants en raison de la publicité. Donc, qui sont moins alignés par rapport au clergé et qui sont plus alignés par rapport à des partis politiques, par exemple. Mais cette indépendance-là fait en sorte qu'ils peuvent diffuser des nouvelles qui déplaisent au clergé, surtout concernant, par exemple, les crimes. Le clergé déteste toutes ces nouvelles que la presse et la patrie diffusent sur la criminalité et intervient souvent. Mais se rend compte que c'est très difficile parce que ces journaux sont plus indépendants. Arrive aussi la radio. Bref, arrivent des nouveaux moyens de communication qui commencent à échapper au clergé. Le clergé va donc changer de stratégie devant la multiplication de tous ces moyens de diffusion, radio, cinéma d'ailleurs, journaux indépendants, et plutôt que de censurer en aval, va censurer en amont. Plutôt que de censurer après coup, va tenter d'encadrer la parole publique. Par exemple, c'est à ce moment-là que sont fondées la CJC, l'Association catholique de la jeunesse canadienne-française. C'est à ce moment-là qu'on fonde plusieurs mouvements d'action catholique. C'est à ce moment-là que le journal L'Action catholique commence à être diffusé. C'est à ce moment-là qu'on veut réaliser la parole du pape si célèbre en 1907, je crois, « Instaurare omnia in Christo », tout instauré dans le Christ. Alors, des mouvements, même l'Action française, à la limite, y participe, des mouvements deviennent des mouvements d'encadrement. C'est ce qui fait que des cas de censure ou d'interdit, il n'y en a presque plus. Il y aura les demi-civilisés, dont on parlera plus loin, en 1934, mais il n'y a presque plus de cas de censure, ils sont presque tous au 19e siècle. Mais il faut se méfier de l'absence de censure, parce qu'elle indique peut-être une autre forme de censure, qui est justement cette censure, entre guillemets, préalable, qui fait en sorte que le clergé réussit à contrôler la parole à son origine. Un autre exemple de ce contrôle-là, c'est la fondation en 1946 de la revue Lecture. C'est une revue des éditions Fides, et cette revue a pour objectif, a pour mission, non seulement de diffuser la bonne doctrine catholique en ce qui concerne les lectures, mais aussi de donner des cotes morales. Donc, tous les ouvrages qui paraissent au Québec à partir de 1946 ont des cotes morales dans la revue jusqu'à sa disparition en 1966. Alors, le clergé, donc, ne va pas comme... ou la censure ne va pas descendre comme ça sur le Québec, comme par magie ou comme par des langues de feu. La première partie sous le régime français, c'est une censure casuelle. Ensuite, sous le début du régime anglais, c'est un peu ambivalent. L'installation de la censure cléricale se fait vraiment à partir de 1840, mais elle se transforme avec le 20e siècle, avec les nouveaux moyens, pour réussir à encadrer plutôt que réprimer. Maintenant, quand arrive sa disparition, ça, c'est une autre question.